Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, je suis accompagnée par Solange Gourdin. Bonjour Solange. Bonjour Sarah. Ça va? Ça va, super. C'est notre première émission toutes les deux. Oui. Je suis ravie de vous accueillir dans l'équipe du Buzz TV. Merci. On reçoit aujourd'hui un visage, une personnalité, mais surtout une voix. Et c'est de cet organe dont on va parler avec elle aujourd'hui. Adeline Tonuti, bonjour. Bonjour. Bienvenue, c'est une habitude, on vous reçoit à chaque saison, vous êtes une habituée. À chaque livre, et comme j'en écris un par an, donc ça... Et oui, vous sortez ce livre, La bonne voix, le pouvoir de l'art oratoire, c'est aux éditions Le Duc, on le voit apparaître à l'image. Dis-moi comment tu parles et je te dirai qui tu es, ça c'est le premier chapitre, on se met tout de suite dedans. Et c'est vrai qu'à l'intonation, au volume de la voix, vous êtes capable de dire... de savoir quelle est la personne que vous avez en face de vous? Bon, si je le savais, j'aurais moins de problèmes dans ma vie tout le temps, surtout dans les histoires d'amour. Mais en tout cas, ce que je peux dire, Sarah, c'est que quand on parle, il y a vraiment le sens de ce qu'on dit, mais il y a une autre personne qui parle en même temps que nous, c'est notre inconscient, et c'est via notre ton. Et donc ce livre est dédié au ton, le traître. Hein, voilà, comment écouter les tonalités, comment finalement un politique va nous dire quelque chose, mais son ton va le trahir, ou il y aura un lapsus qui fait qu'on voit qu'il est en train de mentir, par exemple. Ah oui, vous le repérez tout de suite. Et c'est quoi les éléments à observer? C'est la voix, par exemple, une voix aiguë, ça traduit quoi? Du stress? Alors, ça dépend, hein, tout est variable, mais tout est en rapport avec ce qui était d'habitude. Donc, si d'habitude on parle posément et que tout d'un coup la voix monte dans l'aigu, c'est qu'il y a un peu de stress. Ou si la voix devient plus lente, c'est que peut-être on est un peu apeuré, etc. Donc, il y a plein de... C'est toujours par rapport à quelque chose, c'est toujours relatif, en fait. Donc, c'est ce que j'explique dans le livre, mais il faut savoir repérer justement les changements chez quelqu'un. Et le body language, moi je me posais la question, les bras croisés, les sourcils relevés, ça aussi ça veut dire quoi? Alors en fait, il n'y a pas de langage universel du mensonge, donc on ne peut pas décrypter quelqu'un parce que j'ai passé ma main dans mes cheveux, j'ai menti par exemple, on va dire ça. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui nous trahissent. Si je vous dis, par exemple, je t'aime Sarah et que je lève mes sourcils comme ça, c'est-à-dire que mon sourcil va dire que je ne suis pas d'accord avec ce que je suis en train de vous dire, donc je suis une très mauvaise comédienne. Voilà, donc c'est vrai que le body, le body langage doit aller avec le propos. C'est toujours ça le problème. Et la gestuelle aussi. Ouais. Ah oui, donc là, vous nous parliez des histoires d'amour. Vous arrivez comme ça à décoder ce que vous disent vos compagnons? Non, pas toujours. On n'est pas toujours très bon pour soi-même. Mais bon. Et alors, moi, je me posais la question. Et la chevelure rouge-feu, qu'est-ce que ça signifie, chère Adeline, comme vous? Je pense que... pour moi ou pour les autres? Pour vous et peut-être pour les autres, c'est peut-être la même chose. Ça dépend quel siècle on est, parce qu'au Moyen-Âge, elle se faisait tuer, donc elle s'était accusée de sorcellerie. Moi, c'est plutôt que je pense que j'ai de la joie à l'intérieur de moi et que j'ai envie que ça sorte dans mes cheveux, quoi. Ouais. Et puis c'est pratique, ça habille tout de suite. Et vous l'avez toujours eu, d'ailleurs? C'est quoi l'histoire de cette couleur de cheveux? L'histoire, c'est que c'est une amie styliste qui m'a emmenée me faire relooker quand j'étais chanteuse d'opéra, parce que je me trouvais vachement fade avec mes cheveux bruns, clairs, etc. Châtain, quoi, je sais pas, une couleur un peu étrange, comme ça. Et puis, on m'a relooké en rousse, et du jour au lendemain, les gens se retournaient dans la rue et tout. Ça reflétait qui j'étais. Voilà, c'est très marrant. Vous l'avez depuis quand? Je dirais, alors je ne veux pas dire de bêtises, qu'après tout le monde va me tomber dessus, mais il me semble que 2008. 2008, donc quasiment 20 ans. 20 Sarah, on est en 2020. Sarah, vous n'êtes pas en train de me rajeunir. Pas 20 ans, mais oui, non, mais c'est vrai. Ouais. Et si vous l'enlevez, oui, mais vous ne voulez plus. Moi, je voulais me faire blonde comme vous, puis tout le monde m'a dit non. Bon, vous pourriez essayer, je suis sûre que ça vous irait bien. Oui, j'aimerais bien, oui. Bon. En tout cas, c'est passionnant votre livre, La bonne voix. Vraiment, il faut se le procurer. On a plein de questions à vous poser à ce sujet. Ce sera juste après les news médias de Solange Gourdin. Solange, on commence avec les premiers nommés de la Star Academy. Ils ont été annoncés cette semaine. Oui, il s'agit d'Emma, Mehdi et Théo P. Donc Marlène Schaaf, Papy, Jonathan Jeanvrin, Sophia Morgavi et le directeur de l'Académie, Michael Goldman, ont fait leur choix. Après avoir auditionné un par un les 17 élèves de la nouvelle promo, ils ont nommé donc, les 3 moins bons chanteurs de la semaine selon eux. Donc Emma, Mehdi et Théo P seront soumis au vote du public jusqu'à samedi soir. Et ensuite sur le Prime, c'est les téléspectateurs qui vont voter pour leur candidat préféré pour en sauver un premier. Et ensuite, ce sont les académiciens qui repêcheront l'un des leurs et celui qui reste. L'aventure prendra fin après seulement une semaine. Ah ouais, une semaine, c'est court. Vous, faut le rappeler, vous avez été professeur de la Star Academy pendant 2 saisons, les 2 premières saisons du Revival sur TF1. Vous avez notamment coaché Pierre Garnier, Elena Bailly, pour ne citer que. Est-ce que vous aviez repéré en eux tout de suite les talents
qu'ils étaient? On voit tout de suite, nous on est professionnels, donc on voit tout de suite le potentiel qu'on a chez chacun, etc. Pour Pierre, ça a été une évidence tout de suite. Pour Elena, c'était un talent plutôt en devenir. Il fallait régler quelques petits trucs techniques. Elle a réglé brillamment. Mais c'est vrai qu'après, nous, on a notre avis de professionnel, mais c'est surtout l'histoire d'une rencontre avec un public et une histoire d'amour, en fait. Et ça, on ne peut pas le deviner. On n'est pas médium, quoi. Donc, voilà, nous, on a notre avis de professionnel, mais le public choisit, quoi. C'est vraiment... c'est une histoire d'amour qui se fait ou pas, à travers l'écran. Et on va en reparler de la Star Academy, puisque vous avez malheureusement, pour nous, quitté l'émission il y a une saison et demie, on va dire ça comme ça. Ça passe maintenant, ça va, ça passe vite. Solange, on poursuit ses infos avec Marine Tondelier. Alors, elle vient d'annoncer sa candidature à la prochaine présidentielle et elle a parlé de sa particularité, c'était aux médias La Parole de Webedia. Oui, Marine Tondelier a un accent ch'ti. Alors, la femme politique de 39 ans a grandi à Hénin-Beaumont, une commune française qui est située dans le Nord-Pas-de-Calais. Et comme beaucoup d'habitants de la région, elle a un accent naturellement assez prononcé. Alors, dans le dernier épisode de La Parole, qui est un format qui donne la parole aux politiques et proposé par Webedia et présenté par Laurent Argelier, elle explique qu'elle ne veut surtout pas gommer son accent, même si aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne l'entend pas beaucoup, mais elle affirme que dès qu'elle revient dans sa région et qu'elle parle avec sa sœur, tout de suite, l'accent revient. Et alors, on voit que la France compte autant de régions que d'accents, et pourtant, on n'en entend pas beaucoup à la télé. Vous, Adeline, vous êtes originaire de l'Est de la France, de Franche-Comté. Oui. Est-ce que vous avez un accent? Parce que là, comme ça, on ne l'entend pas. Oui, j'ai un accent quand je me retrouve avec ma famille, tout de suite, comme pour Marine Tondelier, ça me fait un point commun avec elle. J'ai l'accent qui revient, mais c'est vrai que dans la télé, elle a ses codes, et c'est vrai que quand on parle, donc ici, à Paris, etc., on prend un rythme de télé, une diction qui est propre à la télévision, même on aurait une autre diction au cinéma, etc., parce que, voilà, une espèce de... Par exemple, on parle très vite à la télé maintenant, alors qu'il y a quelques années, on parlait assez lentement. On se rappelle du général de Gaulle. Il y a des nouveaux codes, en fait. Et donc, voilà, c'est vrai qu'on le gomme un peu et que moi, je reçois des gens pour gommer l'accent aussi. C'est vrai? Qui veulent le gommer. Et comment on gomme un accent? C'est du travail. C'est-à-dire que dès qu'on entend une intonation qui va faire, qui rappelle le régionalisme, comme ça, nous, le coach, on va dire attention, là, on va gommer ça et ça se travaille, en fait. C'est juste des habitudes phonatoires à prendre différentes. Mais c'est un peu... la tendance est en train de changer parce que j'ai un ami qui travaille à l'ONU qui m'a dit que maintenant, les interprètes à l'ONU gommaient les accents et que maintenant, il y a une espèce de tendance qui vient à ce qu'on garde l'accent quand on interprète la personne. Voilà, et vous conseillerez, vous, de gommer les accents? Alors moi, je ne conseille pas de les gommer, par contre, je conseille de les travailler, parce que rien de mieux pour poser sa voix que d'imiter Chantal là-dessous ou de faire un accent marseillais, parce que ça fait beaucoup plus chanter la voix ou l'accent québécois. Québécois, marseillais, Chantal là-dessous, c'est parfait pour la voix. Et vous faites les trois en même temps? Oh putain, oui, je peux te le faire. Elle veut quoi, Sarah? Mais qu'est-ce qu'elle veut? Pas mal, ça c'était Chantal là-dessous. C'était notre Chantal, oui. Donc en cours de chant, d'ailleurs dans le livre, je le note, ça fait beaucoup de bien pour trouver ce qui nous manque. Si on manque de voix grave, faites Chantal toute la journée, ça vous fera du bien. Ah oui, bon, on suivra votre conseil, Adeline. On termine ces infos, Solange, avec le chiffre du jour, 3,8. Oui, 3,8 millions, c'est le nombre de téléspectateurs qui ont été rassemblés en moyenne lors de la première partie du 20h de Léa Salamé entre le 1er septembre et le 21 octobre 2025. Donc ce chiffre correspond à une part d'audience moyenne de 20% sur l'ensemble du public présent devant sa télévision. Et cette première partie du journal est en léger repli par rapport à l'année dernière, puisqu'elle était alors regardée par 3,95 millions de téléspectateurs. Donc Léa Salamé, qui fait une petite pause à l'occasion des vacances, a signé son record de la saison le 8 octobre, alors qu'elle recevait le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu. Et pourtant, elle n'était pas au top de sa forme. Et oui, et d'ailleurs, c'est lié à ce dont on parle, puisqu'elle avait une extinction de voix le jour où elle recevait Sébastien Lecornu. C'est impressionnant, elle a dû être embêtée quand même. Ah oui, et puis ça a duré plusieurs jours, parce que le lendemain, la voix n'était toujours pas revenue. Dans quelle époque aussi, c'était moyennement bon. C'est normal, ça, une extinction de voix, ça vous éteint comme ça pendant plusieurs jours? Il y a plusieurs causes. Ça peut être soit qu'elle avait un virus, ça peut être aussi que nerveusement elle est hyper fatiguée, parce qu'il faut savoir qu'on a les bandes ventriculaires à côté des cordes vocales, d'où l'expression « j'ai les boules quand j'ai envie de pleurer ». Et donc si on est trop stressé et nerveusement, on peut avoir comme une sensation de serrage dans la gorge qui va empêcher la mobilité des cordes vocales. Donc ça, et ça peut être aussi de la mucosité ou du reflux gastro-œsophagien par exemple, qui va faire qu'il y a de l'acidité qui remonte et que ça abîme toutes les membranes. Voilà, donc en fait ça c'est très embêtant. Dans certains cas, on va corriger ça avec, malheureusement ou heureusement, de la cortisone. Voilà. Donc là, je pense qu'elle en avait pris, oui. Je ne sais pas si elle en avait pris ou pas, j'en sais rien. Parce que la voix, normalement, ça revient quand même bien avec la cortisone, la voix. Mais c'est vrai que c'est très dérangeant parce que l'expression est complètement, on est beaucoup moins convaincant, etc. C'est difficile.
Ouais, et puis c'est long, elle présente un JT d'1 heure quasiment, Ah oui. donc c'est assez long. Il faut prendre des thés au miel aussi, non? Vous préconisez? Oui, ça marche bien. Alors le miel, naturel. Le miel va aller sur le pharynx, mais ne va pas aller dans les cordes vocales, comme je disais à Solange tout à l'heure. Ah, oui. Sinon, c'est qu'on doit appeler les urgences, parce que les cordes vocales sont au niveau de la trachée, qui vont dans les poumons. Si le miel descend dans les poumons, c'est plutôt des urgences là pour Léa Salamé. Ah oui, non, ça on va éviter. Pas le miel sur les... On ne lui souhaite pas ça. Voilà. Donc, pas de miel. Non, un peu de miel, mais voilà, c'est un peu un mythe aussi. C'est pas. Donc il faut attendre aussi que ça passe. Plutôt dormir, je pense dans son cas, bien s'hydrater et remettre plus d'abdos quand elle parle. Ah, il faut remettre. Donc tout ça, j'explique ça dans La Bonne Voix. Ah bah voilà. Et ben justement, faudrait lui envoyer le livre. C'est une Sarah. excellente transition. Bon, on va lui envoyer et on va parler de ce livre, La Bonne Voix. C'est tout de suite dans l'interview du Buzz TV. La Bonne Voix, c'est donc l'ouvrage que vous sortez, Adeline, aux éditions Le Duc. Alors, s'il fallait retenir 3 clés pour avoir une bonne voix, quelles seraient-elles? 3 clés, alors c'est dur de résumer en 3 clés, mais je dirais qu'il faut d'abord bien écouter l'autre pour pouvoir bien lui répondre, parce que c'est pas un long monologue. On disait ça sur le tournage des Traîtres avec Francis Huster. Je lui disais, avec Léane Folliot, on lui disait, il n'y a que toi pour faire un monologue, un grand acteur, comme Molière. On l'appelle Molière, Francis Huster. C'est le petit surnom comme ça. Mais en fait, il faut vraiment déjà bien entendre l'autre pour lui répondre sur une bonne tonalité. Ça, c'est hyper important. Ensuite, bien se connaître soi-même. Parce que les gens, quand ils vont vous parler, ils vont, malgré eux, vous envoyer dans des... Vous transportez grâce au timbre de leur voix dans des schémas qui vous sont propres. Par exemple, une certaine voix va m'amener peut-être en schéma d'emprise ou en schéma de conflit, et c'est là que je vais perdre le contrôle. Donc ça, c'est hyper important. Et troisième chose, c'est exercer sa voix avec plein d'exercices. Donc par exemple, apprendre à bien la soutenir avec les abdominaux, connaître toutes les tonalités positives, donc il y a plein de trucs dans le livre, et là, le troisième, il est très étoffé parce que c'est tous les conseils que je donne. Mais il y a vraiment prendre conscience qu'une prise de parole en public, c'est pas une prise d'otage, c'est vraiment un dialogue en premier avec une autre personne et avec soi-même en même temps. Et pour des gens dont c'est le métier, par exemple, vous êtes coach pour des chanteurs d'opéra, quels conseils est-ce que vous leur donnez pour entretenir leur voix? Il y a plein de choses. On doit faire surtout à l'opéra, c'est quand même les Jeux Olympiques de la voix, tout à fait comme la Star Academy, etc. Quand on chante, quand même, c'est notre métier et tout ça. Ça demande un entretien de bien dormir déjà. Surtout une bonne santé, c'est égal une bonne voix. Une bonne santé mentale, c'est aussi égal une bonne voix. Et c'est se muscler aussi et bien s'hydrater. Là, je l'explique beaucoup. Si vous n'avez pas les obliques bien écartés quand vous allez prendre votre parole en public, par exemple Léa Salamé, elle aurait mis plus d'obliques l'autre soir, elle aurait eu plus de... Non, mais c'est sûr, mais ça, elle ne le sait pas, parce qu'il n'y a que des experts qui peuvent l'expliquer, etc. Il y a des moyens de remettre un peu de timbre, même quand la voix elle est cassée. Moi, j'ai eu un très grave accident de la voix, et mes cordes vocales sont dans un état, si je vous les montre, elles sont vraiment, c'est plein de cicatrices, etc. Pour résumer, et j'arrive à parler très clairement comme ça. Donc c'est vraiment la technique. Donc je pense qu'en France, il faut développer, et partout dans le monde, plus de techniques quand on parle, etc. C'est pas assez développé partout. Et ça handicape beaucoup de gens dans leur vie. Oui, c'est vrai. Et alors, est-ce que vous, parce que là on vous voit comme ça, vous êtes toujours très à l'aise, très dynamique, très vivante, vous avez toujours été comme ça à l'oral ? Je pense que j'ai toujours été comme ça parce que je suis un peu la fille de mon père. Mon père est facteur et il a un caractère que demain il verrait Emmanuel Macron, il lui dirait tout ce qu'il pense sans problème. Vous voyez, donc voilà, mon père est très à l'aise et tout ça, donc je pense que j'ai toujours aimé les gens. Vous avez hérité de ce trait de caractère. Ça c'est sûr. Et puis c'était dans ma famille, on est très proche de tout le monde, on n'a pas peur de... Voilà, on parle je sais pas comment expliquer, mais ma mère avait un petit magasin, voilà, il y avait des personnes qui étaient handicapées qui me parlaient, il y avait des vieilles personnes aussi, j'allais dans une maison de retraite, donc je suis assez à l'aise. Donc ça fait aussi partie d'une culture familiale. Mais je pense que je me suis beaucoup entraînée grâce à vous, Sarah, parce que tous les médias que j'ai faits, depuis que j'ai fait la Starac, ça m'a aussi donné encore plus de légitimité, parce qu'en tant qu'experte de la voix, j'ai moi-même expérimenté ça avec vous. On a le petit stress quand même d'être en direct, etc. Bon, ne vous inquiétez pas. Comme vous quand vous faites l'Eurovision, Sarah. C'est vrai, ça arrive. Et dans votre livre, vous donnez aussi des clés pour repérer un agresseur. Vous-même, vous avez été victime de violences conjugales. Quel rôle a eu votre voix à ce moment-là ? Moi, elle n'était pas là, ma voix, parce que malheureusement, quand je me faisais frapper, j'avais eu un accident et donc je ne pouvais pas hurler. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que sans voix, c'est quand même compliqué de s'en sortir dans la vie. Parce que quand la voix n'est plus là, on ne peut plus appeler au secours. Donc c'est d'autant plus un hommage à cette voix qui, pour moi, est une arme aussi puissante qu'une arme... on est en train d'éteindre des guerres, là, en tout cas j'espère, dans le monde, et par la voie diplomatique, par la voix. Donc c'est hyper important ça, que les gens se rendent compte que leur voix peut apaiser les conflits au sein de leur famille, au sein de leur travail, etc., en changeant la tonalité. Et la voix de l'agresseur aussi, la sienne, du vôtre, de votre agresseur on l'oubliera jamais déjà, pour commencer. Elle vous hante chaque jour encore. La preuve que quand quelqu'un, moi, va me parler avec une tonalité qui ressemble, j'ai des frissons dans le dos alors que c'est pas du tout mon ex-compagnon qui est devant moi.
Parce qu'il y a des gens qui ont des tonalités qui ressemblent à cette personne. On sent une once, par exemple, d'agressivité, de quelque chose, de froid, comme ça. Et ben moi, ça me met mal à l'aise. Donc c'est ces gens-là qui peuvent, par exemple, me mettre mal à l'aise au travail, par exemple. Donc je travaille dessus aussi parce que c'est pas parce qu'ils ont une once d'agressivité dans la voix qu'ils sont comme mon ex-compagnon, mais quand même il y a des fois des choses comme ça qu'on peut percevoir qui sont comme si vous avez une maman qui était par exemple maltraitante et qui vous criait dessus, etc. Bah, vous aurez beaucoup de mal avec les gens qui vont vous crier dessus avec cette tonalité dans l'aigu, etc. Votre oreille se rappelle pour vous, en tout cas. Et ça, vous dites que vous travaillez dessus, vous voyez quelqu'un, vous consultez quelqu'un? Oui, moi j'ai le docteur Charmaille, d'ailleurs il apparaît dans le livre. Oui. J'ai de la chance parce que dans ce livre il y a plein de guests, dont Francis Huster, Liane Folly et docteur Jean Charmaille qui est un très grand psychanalyste qui me suit depuis que j'ai perdu ma voix avec cet accident il y a très longtemps. De cheminée. Et qui continue de me suivre, voilà, et qui me suit même dans les livres. Voilà. Ouais, ouais. On va parler un peu de la Starac, puisque c'est là que le grand public vous a découverte. Oui, j'ai quitté l'anonymat à ce moment-là. Chère Adeline, ben oui, vous étiez la prof de chant, pour ceux qui ont raté, durant 2 saisons. On se souvient, alors c'est de votre départ, qui n'a pas été votre décision personnelle, c'est la production qui un jour vous a appelé pour vous dire qu'il ne vous rappellerait pas cette année. C'est encore un épisode difficile à digérer? Ben oui, parce que comme pour le public, c'est pas une évidence. Ben, on m'en parle tout le temps. Donc, et quand le public trouve qu'une décision n'est pas tout à fait évidente pour lui, même si la production a certainement ses raisons, ce qui se passe, c'est que du coup, les gens me parlent de ça tout le temps. Quand je fais mes courses, quand je vais dehors, on parle toujours de la Starac, mais pourquoi vous êtes parti, pourquoi machin. Et c'est toujours c'est vrai, ça marque les gens en fait. Donc, il faut toujours que je m'explique là-dessus. Et vous, ça vous agace, ça vous attriste? Non, mais oui, alors quand on est artiste, hein, vous le savez aussi, vous, Sarah et Solange, j'imagine, mais on n'aime pas trop décevoir le public. Donc moi, j'ai toujours l'impression que je les ai déçus en n'étant pas là. Donc c'est toujours un peu compliqué à vivre. Après, moi, je suis pas une femme de regret. Donc moi, je continue ma route et je fais plein d'autres projets, etc. Même si j'ai adoré coacher au château. Oui. Moi, j'adore coacher des gens en général. J'adore être derrière mon piano et réveiller les gens, etc. Donc ça, c'est sûr que ça me manque. Et puis, j'adore le direct. Donc moi, l'adrénaline du direct, ça... Donc ça vous manque. Oui, le fait d'être à la télé en direct, moi, j'aime beaucoup. Et vous avez compris avec le recul la décision de la prod ou pas? Non, j'ai des hypothèses, mais je cherche même plus trop à comprendre. Faut surtout passer à autre chose, quoi. Vous regardez encore, du coup, la Starac? Alors là, non. L'année dernière, je regarde un peu sur TikTok, parce que j'ai TikTok, moi, je suis pas mal... Donc ça s'affichait à moi. Je suis quand même catégorisée sur TikTok de la Starac, donc je reçois toutes les vidéos et tout. Et là, ça vient de commencer et j'ai vraiment pas trop eu le temps, parce que je pars en tournage ce soir pour France Télévisions, pour faire les chorales, le jury dans les chorales. Pour une 2e édition. Oui, avec 2 primes. Là, voilà. Donc vous aviez participé à l'année dernière. Il faut que je prépare quand même mon tournage. Et vous ne regarderez pas alors cette saison, la Starac, du tout? Peut-être, je ne sais pas si j'ai le temps, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de regarder quelque chose dans lequel vous avez été vous-même. Hein, ça fait une drôle d'impression. Ouais, ouais. Et si on vous rappelle demain, est-ce que vous y allez à la Starac? Si c'est aux États-Unis, oui. Ah oui, pas en France. En France, c'est fini. Je sais pas, mais en tout cas, j'aimerais. Comme ma méthode de chant, là, elle est publiée en Russie. C'est vrai, le précédent livre, voilà. Le 2e livre. Il est en train. En fait, Anatomie du chant. Mon expertise s'internationalise beaucoup. C'est-à-dire que là, j'ai la chance d'être publiée en Russie en semestre 2026. Et j'ai la chance de recevoir beaucoup d'étudiants. Quand je dis étudiants, c'est des vrais chanteurs professionnels, mais c'est le mot que j'emploie. C'est pas académicien, mais c'est étudiant. J'ai beaucoup de chanteurs qui viennent des États-Unis. Donc moi, j'aimerais bien. J'ai entendu dire qu'il y a peut-être avoir de la Starac aux États-Unis, donc j'aimerais bien le faire là-bas. Ah oui, donc je sais pas si j'enverrai mon CV. Vous parlez bien anglais? Oui, ça devrait aller normalement. Ça va, ouais, pour tout ce qui est technique. De toute façon, sinon pour les obliques, il n'y a pas trop besoin de parler. Hein. Vous mettez les pouces au niveau des hanches, là, et ça parle tout seul. Hein. Ça chante tout seul. Et alors, quel est votre... Si vous deviez retenir un meilleur et un pire souvenir de la Starac, ce serait quoi? Le meilleur, il y en a tellement. Il y a trop de trucs trop bien qui étaient... Moi, j'ai adoré quand j'ai accompagné Woodkid au cours, qui est un ami, que je l'ai fait venir au château. J'ai vécu un moment dingue parce que j'adore Woodkid. On était les deux, Pierre Garnier, Elena, tout ça, Axel, Julien. On était ensemble en train de chanter. Donc ça, tous les cours étaient incroyables pour moi. C'était fou, quoi. Quand on a fait Aya Nakamura, il y a des gens qui ont dit que je prenais de la cocaïne. Quand on a fait bande organisée, parce que je me suis penchée en arrière comme ça, et ça a fait des gifs et tout, c'est drôle. Donc non, c'était une expérience de dingue. Puis avec Nikos, voilà, Nikos, c'est quand même, il m'a beaucoup appris, quoi. Voilà. Non, ce qui est dur, c'est toujours là, comme dans chaque chose, une histoire d'amour, c'est la fin qui est dure, c'est pas le milieu. Sauf quand on se fait taper dessus, quoi. Mais là, je dirais plutôt la fin. Ouais, le pire souvenir, c'est la fin. C'est plutôt la fin, ouais, ça c'est un peu dur. Puis d'autres trucs aussi, quand on est connu, il y a des choses malveillantes aussi qui vont avec
qu'il y a toute la partie de lumière que tout le monde voit, puis il y a tout ce qui est difficile quand on est connu. Il y a des personnes malveillantes qui arrivent, etc., qui veulent rentrer dans votre vie juste parce que vous êtes connu, ou alors qui sont des fans qui en sont un peu perturbés, etc. Donc ça, c'est vous en avez eu un peu envahissant. Des trucs très très durs, j'ai eu. J'en parlerai dans le prochain livre. Faites-nous un petit teasing, non? Oui, il m'est arrivé des choses pas hyper sympas non plus. D'accord. Ouais, on en parlera. Ça, vous reviendrez pour ça parce que ce sera l'objet d'un prochain livre. Vous reviendrez nous voir. Vous êtes en contact avec vos anciens élèves quand même, vous gardez... Alors honnêtement, un peu de loin en loin, parce qu'ils sont tous un peu débordés, moi aussi. Donc sur les posts Instagram, on se met des petits cœurs et tout ça. On se croise sur des tournages. Et moi, je suis pas du tout une prof collante. Donc non, mais en général, je suis comme ça. Moi, j'aime bien étendre les ailes de mes chanteurs. Et quand je vois qu'ils sont à bonne altitude, je suis contente, je regarde ça de loin. Et il y en a certains qui viennent me voir quand l'altitude descend. Et ça, c'est en toute discrétion à mon studio. Et là, je les aide pour d'autres projets. Donc voilà, c'est plutôt comme ça que je fonctionne. Dans la discrétion. Dans la discrétion. Et les profs et le dirlo, Michael Cohen, Goldman. Non, pardon, parce qu'on a reçu récemment, j'avais dans la tête, Michael Cohen. Non, Michael Goldman. Le lapsus. Vous voyez, je vous en ai fait un. Est-ce que ce serait un amour caché pour Michael Goldman, Sarah? Ah, peut-être. Ah oui, non. Michael Cohen, je ne sais pas. Je ne saurais vous dire. Vous êtes en contact avec eux, Michael Goldman? Pas tellement, non, pas tellement depuis que j'y suis plus. Non, le groupe WhatsApp des profs ne marche pas trop depuis que ça s'est arrêté. Ouais. Bon. Non. Dans une autre vie. On leur demandera pourquoi, tiens, la prochaine fois qu'on les verra. Et vous avez aussi participé au Traître sur M6 avec Francis Huster. Oui. C'est un bon souvenir, ça? Ah, c'est dur, cette émission. Ouais. C'était dur parce que moi, je me suis dit, dans la vie, je ne mens pas. Donc, I'm not lying. Donc, j'ai dit, je ne vais pas mentir au Traître. Donc, je n'ai pas menti. Donc, je suis sortie assez vite, d'une manière fracassante. Mais bon, je me suis quand même bien amusée. Après, j'ai mon ami Adil Rami qui m'a trahi. Et donc, ça, c'était un peu dur, mais... Vous n'avez pas gagné, hein? Non, j'ai pas gagné du tout. Et je me suis fait avoir par... C'est les Traîtres qui ont gagné cette année-là. Oui, je sais. Vous étiez loyal. Oui, moi, j'étais loyale. Et oui, c'est ça, il faut le recontextualiser. Voilà. Mais Adil était mon meilleur pote dans l'aventure. Et en fait, c'était lui le Traître et c'est lui qui a gagné. Ouais. Donc c'était, je lui en ai un peu voulu, mais ça va. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. C'est resté votre ami? On se reparle, oui. Il m'a invité à dîner plusieurs fois, je ne suis pas allée encore, j'ai pas eu le temps. Voilà, bon, vous avez séché. Et je crois qu'au moment de votre élimination, votre papa était malade. Ça, racontez-nous, vous ne le saviez pas? Horrible. Vous l'avez découvert en Non, fait, j'étais en plein tournage et mon père a fait une chute presque pas mortelle, mais presque ça aurait pu être mortel. Il s'est cassé la colonne vertébrale et il a eu un trauma crânien avec du sang, une hémorragie dans le cerveau, etc. C'était horrible. Et donc je sors de la table ronde. Ah oui. Et en fait, ma famille savait que j'étais au Traître et tout ça, donc ils voulaient me parler vers 1h ou 2h du matin. Ils ne voulaient pas me perturber en plein tournage. Et donc là, je sors vers 1h ou un truc comme ça. Et là, j'étais un peu... on est un peu... C'est étrange cette émission, donc je sors un peu flottante et tout. Et là, on m'apprend ça. Franchement, c'était horrible. C'était très, Vous très êtes dur. rentrée en catastrophe? Genre en catastrophe, oui. Je suis revenue à la réalité d'une manière hyper brutale. Parce qu'on est quand même un peu en auto... dans une bulle, hein. Dans une vous bulle, avez votre téléphone, mais seulement le soir, il oui, me voilà. semble. Ouais. Donc, on est quand même coupé, quoi. Hein. Puis le jeu est très prenant, donc on oublie un peu la vraie réalité et tout ça. Et ça a été pour moi d'une extrême violence, ouais. J'ai cru que mon père allait y passer, quoi. Et ça va mieux aujourd'hui? Alors là, il va papa. mieux vu qu'il ronchonne tout le temps. Ah voilà. Il est revenu à lui. On l'embrasse, il est en Bretagne, il se plaît beaucoup. Voilà, et non, là, il va mieux. On a mis beaucoup de soins et tout ça, donc ça va mieux. Bon, on va parler peut-être de vos projets, projets télé, parce que je crois qu'il y en a pas mal. Oui. Vous allez donc, vous nous l'avez dit, dès ce soir, vous partez en tournage pour Quelle sera la meilleure chorale de France? C'est ça, voilà. Présenté par Cyril Ferraud sur France Télévisions. 2e édition. Oui. Même jury, même vous repartez avec... Alors écoutez, apparemment, je ne suis pas sûre que c'est Cyril qui va présenter. Je ne sais pas, ouais. Donc vous verrez, ça, je ne sais pas. Parce que Cyril est assez débordé, donc je ne sais pas si ce sera lui cette année. Il faut redemander à la chaîne. Et moi, comme je suis un peu débordée, je n'ai même pas encore ouvert ma feuille de route. Donc je ne peux même pas vous dire le jury, à part qu'il y aura Magali Ripoll, qui est ma copine. Oui, n'oubliez pas les paroles, on l'a reçue il n'y a pas longtemps. Voilà, donc plateau. Elle vous a pas dit qu'elle faisait les chorales? Si, voilà. Donc je suis avec elle, mais je n'ai pas ouvert ma feuille de route encore. Il faut que je regarde. Bon, vous regarderez ça. Je suis plutôt occupée à chercher les tenues, parce qu'il faut être bien habillé et tout ça, donc c'est... Ah oui. Et on se souvient de vos tenues de la Starac, elles étaient toujours très travaillées et, et remarquées. Je les ai pas toutes aimées, mais il y en a que j'ai aimées. C'est vrai? Oui. C'est laquelle que vous n'avez pas aimée? Certaines, mais la rose, je m'en rappellerai, parce qu'elle a craqué en plein direct, et on m'a cousu la combinaison sur moi, la rose fluo, là, et donc je pouvais plus aller faire pipi jusqu'à la fin du prime, c'était horrible. Donc j'avais un sourire légèrement crispé pendant tout le prime. D'accord, ah oui. Et alors vous êtes, c'est vrai, sur France Télévisions, vous êtes
désormais un visage de France Télé. Est-ce qu'on vous a proposé, je ne sais pas, d'autres émissions? Moi, je vous verrais bien dans Prodige, par exemple. Ah ben Prodige, ouais, j'aurais aimé, c'est vrai, parce que j'avais un élève qui avait gagné Prodige, c'est comme ça que je me suis fait repérer par les équipes d'Andemol. Hein. Pour la Starac. Oui, à l'époque, longtemps avant. C'est les avant. mêmes équipes de prod, hein, Oui. Prodige et Star Academy. Exactement, donc ils m'ont repéré à cette époque-là, ils m'ont vu coacher les élèves et donc et c'est là que j'ai été inscrite dans une liste. Voilà ce qu'on m'a raconté sur mon histoire de télé, etc. Oui, Prodige, oui, j'aimerais bien, pourquoi pas, oui, parce que c'est vrai que je suis prof à l'Opéra de Paris, donc ça serait pourrait... pas complètement Mais ce serait un jury, moi je suis un peu rock, alors quand je vais venir, c'est sûr, ça fait moins diva, comme ça. Voilà. C'est la même prod de la Starac, qui vous connaissent. Oui, ils me connaissent. Ah oui, ça c'est sûr qu'ils me connaissent. Ils peuvent vous rappeler. Ils me connaissent bien. Vous n'êtes pas blacklisté, enfin on l'espère. Ah bah non, j'espère pas quand même. et moi je vous verrais bien à l'Eurovision aussi, pour commenter avec Stéphane Bern, parce que vous savez que Laurence Boccolini ne fait plus partie des murs à France Télé. Oui, c'est sûr que ça a été un peu... Vous aimeriez un départ un peu... qui a fait beaucoup parler. Oui, elle a claqué la porte la semaine dernière. Oui, c'est un peu chaud, ouais. Non, mais j'aimerais trop, puis en plus Sarah, je vous croiserai, parce que vous étiez là-bas aussi. C'est vrai. Non, mais moi je pense que j'aurais ma place pour commenter à l'Eurovision, parce que je suis une experte de la voix et de la scène, donc c'est sûr que j'aurais plein de trucs à dire, vraiment. Puis il faut être sans filtre, hein, vous le savez, et je crois que ça vous l'êtes. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Oui, je dirais les choses. Et puis avec Stéphane Bern que j'ai entreaperçu, j'aimerais bien, ouais. Bon. Et il y a un projet dont vous allez nous parler en exclusivité. Alors c'est lequel? Parce que j'ai dit beaucoup de choses. Ça sort ce week-end pour une pub, pour une application de rencontre. Bon, on va la dire, c'est mythique. On regarde un extrait et puis vous nous en parlez juste après. Un premier date, ça peut rendre heureux. Dis-moi tout ce que tu peux pas. Dis-moi ce que personne ne sait de toi. C'est le temps de la conversation. C'est le temps de la connexion. Dis-moi ce que tu me disais sur Mythique. Dis-moi-le sur cet instant magique. C'est le temps de la conversation. C'est le temps de la connexion. Voilà, donc c'est pour cette application de rencontre qu'on a tous entendu dans l'extrait. Oui. Comment ils vous ont contacté? Parce que c'est vrai que vous avez parlé en interview de beaucoup des applications de rencontre. Avec notamment vous, Tinder, on avait parlé sur ce plateau. On avait rigolé avec Damien et vous de ça, parce que Tinder m'avait proposé un profil gold, etc. Donc c'était assez drôle. Et donc on m'a contacté, on m'a demandé d'écrire une chanson pour le premier date, etc. À l'occasion d'une opération de Mythique, je crois qu'ils vont sortir un jeu de cartes, quelque chose comme ça. Et donc j'ai eu 8 jours pour écrire la chanson, l'enregistrer et faire un clip. Donc là c'est la version statique, mais il y a une version clippée qui va sortir samedi. Et donc j'ai fait la musique et les paroles et je me suis beaucoup amusée. C'est très drôle. Voilà, et je pense qu'avec ça, beaucoup de Français vont retomber amoureux et faire plein de bébés. Et vous n'êtes toujours pas sur les applis de rencontre? Non. Et vous voulez pas? Non, non. Ça dit, vous avez peut-être trouvé l'amour, je dis ça. Oui, non, mais ma vie amoureuse a toujours été un peu compliquée, mais et du coup je chante l'amour, c'est marrant. C'est une bonne, c'est une belle ironie. Peut-être qu'il y en a un qui va répondre à cet appel, voilà. C'est l'appel est lancé. Merci Adeline Tonuti. Je rappelle votre livre La Bonne Voix, c'est aux éditions Le Duc, et puis il y a toujours de disponible Anatomie, du chant. Vous étiez venu nous voir la dernière fois pour ça. Merci Solange. Merci Sarah. Le Buzz TV revient dès demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée et à demain.